Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech. On va vous expliquer tout ce qui s'est passé dans la semaine et il s'est passé beaucoup de choses dans le monde de la technologie avec Mark Zuckerberg qui a promis de transformer complètement Facebook. On va voir comment et peut-être pourquoi, spéculer en tout cas. Huawei fait un procès au gouvernement américain après des mois de spéculation. On va voir ce que ça peut donner ce procès. Il y a Tesla qui annonce des choses également. Et pour m'aider à parler de tout ça, je suis Patrick Béja, je ne sais plus si j'ai dit mon nom, mais pour m'aider à parler de tout ça, il y a d'un côté deux personnes, deux journalistes émérites, non pas émérites, à chaque fois je dis émérites, mais ça veut dire qu'ils ont pris leur retraite, ce qui n'est pas du tout le cas, ils sont totalement actifs. Cédric Ingrand d'un côté, le plus grand fan de Tesla et de Elon Musk qu'on connaît dans notre pays. Comment ça va Cédric ? Oh, tout est discutable, mais jusque-là, ce qui se passe me donne raison. Donc. Bon, on pourra avoir plus de détails là-dessus. Et j'ai le plaisir de recevoir également pour la première fois dans l'émission Elsa Bimbaron, dont j'espère que je prononce bien le nom. Parfaitement, oui, bonjour. Super, bonjour, merci beaucoup d'être là. Je prononce bien le nom, contrairement à Cédric qui s'est trompé pendant des années sans le savoir. Tout est révélé aujourd'hui. Oui, parce que moi, ça fait je sais pas combien de temps que je connais Elsa, j'ai toujours dit Bambaron. Et pourtant, j'arrête pas de dire du bien d'elle, mais apparemment, en écorchant son nom. En même temps, qu'est-ce qui est le plus important ? Ça, je sais pas, on laissera Elsa décider, mais en tout cas, merci de te joindre à nous également. Donc, Elsa, tu es au Figaro Tech, plus particulièrement sur les télécoms, mais la tech en général. Donc, merci d'être avec nous. Merci de ton invitation. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose que j'ai oublié ou je sais pas ? Le télécom et la tech en général, et moi aussi je dis du bien de Cédric à tout le monde, il n'y a pas de raison qu'on ne le sache pas. Et elle m'appelle pas Cédric Ingrand. Donc, non, je dis non, voilà. Un petit. Cédric Ingrand, j'imagine que c'est comme ça qu'on t'appelle quand tu vas aux États-Unis. C'est ça. Oui. Mais écoutez, je suis émerveillé de constater ce flot d'amour partagé sur cette émission. Je dis souvent qu'il y a un peu trop de négativité sur le net. Eh bien, nous travaillons pour faire le contraire et être toujours dans la bonne humeur et dans le wholesomeness. Comme c'est le cas d'ailleurs sur le Patreon du Rendez-vous Tech. Comme vous le savez, l'émission est financée par les auditeurs qui choisissent de la soutenir financièrement comme Romano, Noublogmat, Richard Coffre, Denis Merveillot et Hugues Leher. Je crois que j'avais déjà lu le nom de Denis Merveillot qui est merveilleux il n'y a pas si longtemps, qui font partie des Patriotes et qui peuvent discuter de plein de choses sur le Patreon ou s'ils sont au niveau du Slack, sur le Slack. Et là aussi, c'est une communauté aimante qui soutient les gens et qui est positive. Donc, merci à vous tous de soutenir l'émission comme vous vous soutenez les uns les autres. On va commencer avec le gros morceau de la semaine qui est une sorte de manifeste un petit peu inattendu, un manifesto inattendu de Mark Zuckerberg qu'il a posté évidemment sur Facebook qui explique qu'il va changer la vision et la construction, la conception de Facebook de manière vraiment surprenante, peut-être même de manière difficile à croire, diront certains. Je vais détailler rapidement ce qu'il dit et puis on va en discuter. En fait, dans l'ensemble, il dit que Facebook doit changer de vision pour être beaucoup plus focalisé sur la vie privée à l'avenir. Et il parle d'un plan qui va prendre plusieurs années, mais il détaille quelques points spécifiques vers lesquels il aimerait se diriger, ou en tout cas étudier. Il parle d'interaction privée, c'est-à-dire que les gens doivent pouvoir savoir très clairement et très précisément qui voit ce qu'il poste. Il parle de chiffrement, il dit que les communications privées entre les gens devraient être chiffrées de bout en bout, c'est-à-dire que personne, même pas Facebook, ne pourrait voir le contenu des communications. Il parle de permanence réduite, c'est-à-dire que le temps pendant lequel Facebook garde les informations et les contenus même serait réduit au minimum nécessaire, à moins évidemment que l'utilisateur décide de garder les choses plus longtemps, mais il parle de choses comme un mois à un an,
en fonction des préférences des utilisateurs. Il parle de sécurité aussi. Il dit qu'il faut protéger les utilisateurs dans la mesure de ce qui est possible avec un service entièrement chiffré. Donc là, il parle de travail avec les gouvernements, par exemple, mais précise que c'est dans la mesure de ce qui est possible avec un service chiffré. D'interopérabilité, ce qui est tout à fait inattendu pour Facebook, c'est-à-dire qu'il parle de ses propres applications, mais aussi d'autres applications. Il parle de passerelles avec les SMS ou avec les versions plus évoluées des SMS à venir, ce qui pourrait être une passerelle vers d'autres services pour les messages privés ou d'autres types de messages même peut-être. Et enfin, de stockage de données sécurisées avec la volonté de ne pas être présent dans les pays qui ne respectent pas la liberté d'expression et la vie privée. On pense évidemment à la Chine, à la Russie, chez qui d'ailleurs Facebook n'est pas vraiment présent de base. Donc je ne sais pas si on peut dire de manière assez emphatique à quel point c'est un changement radical pour la vision de Facebook. Si les choses se passent comme il le déclare dans ce manifeste, ça serait vraiment un changement d'orientation réclamé par beaucoup de monde, mais avec une liste de fonctionnalités qui sont un petit peu le rêve des défenseurs de la vie privée et des ennemis de Facebook pour une partie de ce qu'ils font. Donc, je sais que Cédric a tendance à parler, à ne plus s'arrêter comme moi, donc je vais peut-être d'abord donner la parole à Elsa. Qu'est-ce que tu penses de ce manifeste, de ce long document qui fait plus de 3000 mots Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est sincère ? Est-ce que c'est crédible ? Et d'où ça vient ? Ça vient des scandales à répétition. Il ne faut quand même pas oublier que l'année 2018, ça a été année horribilis pour Facebook. Il y a eu l'affaire Cambridge Analytica. Ils ont été soupçonnés d'avoir pillé honteusement les données de leurs utilisateurs. Ils ont été dénoncés comme responsables en partie sur des fake news qui auraient empêché l'élection d'Hillary Clinton. Enfin, il y a eu quand même toute une série de scandales autour de Facebook. Et là, il y a quand même un net besoin de se refaire une virginité de la part de l'entreprise. Et puis, je ne sais pas, pour ceux qui ont des ados, chez eux, Facebook, c'est ringard. Ils sont sur d'autres réseaux sociaux. Donc, parce que les gamins ont très, très bien compris que s'ils voulaient garder un peu de vie privée, il ne faut pas aller sur Facebook. C'est un truc de vieux et c'est un truc où on n'est pas chez soi. Donc voilà, il y a besoin de revenir en grâce, et je pense que la sincérité, elle est dans un besoin de retrouver des clients et des utilisateurs, et de rassurer aussi les actuels qui sont. Enfin, moi, je compte plus les copains qui postent des trucs pour dire adieu Facebook. Oui, c'est vrai qu'on sent ces tendances. D'ailleurs, il y a 2 études là très récentes qui ont montré que, selon Nielsen, l'utilisation de Facebook, même si les utilisateurs sont toujours là, l'utilisation a baissé de 10% d'une année sur l'autre pour tout le monde, toutes les tranches d'âge. Et Edison Research a montré que Facebook a perdu 15 millions d'utilisateurs aux États-Unis depuis 2017. Donc oui, c'est pas la bérésina immédiate et de l'année prochaine, Facebook ne va plus exister, mais il y a clairement une chute dans les données d'utilisation. J'ai d'ailleurs fait un sondage sur le Patreon et j'ai demandé si même on peut lui faire confiance ou si c'est par conviction, comme tu le soulignes, Elsa, enfin par conviction, par nécessité en fait. Ou est-ce que c'est tellement difficile ou il n'est pas sincère et ça ne va rien changer parce qu'on a fait confiance à Zuckerberg à plus d'une reprise et il ne nous a pas forcément répondu. Un petit peu moins du tiers des gens disent oui, il va le faire, par conviction ou par besoin, mais Facebook doit changer. Un tiers dit bah non, ça va être trop dur. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent que rien ne va changer et que Facebook va rester Facebook. Il y a un gros tiers qui dit j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'il y a anguille sous roche. Je crois qu'il y a des gens qui ont bien compris le fonctionnement de Zuckerberg et Facebook. Si je peux juste ajouter un truc et puis après je laisse Cédric. Il y a aussi un ras-le-bol des excuses parce que on avait fait un florilège des excuses de Mark Zuckerberg. Il passe quand même sa vie à s'excuser parce qu'on a piqué des données, parce qu'il a été intrusif, parce que Cambridge Analytica, parce que tout ce qu'on veut. Et là, l'heure est plus aux excuses, il faut des actions, quoi.
Ben, c'est ça qui fait qu'un bon tiers des utilisateurs, des gens qui ont répondu disent soit parce que c'est trop dur, soit parce que c'est pas sincère. Ça va rien changer, on a l'habitude. Je crois que c'est Émilie Marie qui répond avec la meilleure explication ou la meilleure analyse, qui dit « Je donne pas 5 ans à Facebook sans changement radical de cap ». C'est un petit peu ce que tu mentionnais, Elsa, et j'imagine ce que tu vas dire, Cédric aussi, mais il faut que quelque chose change. On ne sait pas quoi, on ne sait pas comment, mais quand même, là, il y va à fond, quoi. Il est hyper radical dans ses déclarations d'intention. Donc, Cédric... En fait, tes utilisateurs, enfin les gens qui ont répondu à ton sondage, ils ont tous raison. Ceux qui disent oui, il va le faire, ont raison. Ceux qui disent non, je pense pas que ça va changer, ont raison aussi. Et c'est amusant parce que moi aussi, j'étais assez enflammé à voir le post là quand je l'ai découvert la semaine dernière, parce que c'est pas juste une sorte de déclaration d'intention comme il a déjà pu en faire par le passé, un truc en une page en disant il faut que nous soyons plus transparents. Non, c'est pas ça. Il rentre vraiment dans le détail de chacune des questions. Après ça, il peut plus faire de demi-tour parce qu'il pourra pas dire vous avez mal interprété ce que je voulais dire. Non, c'est tellement détaillé que il est en train de tracer une route qu'il n'a d'autre choix que de suivre. Maintenant, finalement, en observant un peu les choses, tu t'aperçois de plusieurs trucs. D'abord, tout ce qu'il décrit existe déjà chez lui, c'est-à-dire des messageries chiffrées de bout en bout, WhatsApp, des publications éphémères, les stories, soit sur Instagram, sur Messenger et sur Facebook d'ailleurs. En fait, c'est juste une sorte de changement de centre. Aujourd'hui, le centre de Facebook, c'est quand même Facebook, le site, l'application, le newsfeed. Et ce qu'il est en train de voir, c'est que l'usage est en train de se déplacer vers des partages, j'ai envie de dire, plus privés, en groupe, avec des amis, avec, je sais pas, tes camarades de classe, avec ce genre de choses. Et c'est un peu, on retrouve, je sais plus de qui est la citation, il faudrait que je la retrouve. Enfin, tu vois, c'est ces choses que nous ne maîtrisons pas, feignons d'en être à l'origine. Voilà, feignons d'en être les ordonnateurs. Ils voient bien que pour les jeunes générations, le newsfeed, c'est-à-dire la page Facebook, est pas quelque chose qui les accroche beaucoup. Ils sont beaucoup plus sur des choses absolument, là pour le coup, 100% mobile et uniquement mobile et plus éphémères et plus en groupe, même si c'est des choses qui ne persistent pas dans le temps, parce que pour nous, les vieux, on est content de poster des photos sur Facebook parce qu'on sait qu'on pourra aussi les retrouver, même si on a d'autres moyens de stocker nos photos. Donc c'est un changement de focus, c'est-à-dire que voilà, l'idée c'est qu'ils vont se concentrer sur certaines choses qu'ils avaient d'ailleurs déjà annoncées, comme la mise en commun, enfin l'espèce de convergence entre les messageries, que ce soit Messenger, WhatsApp et puis Instagram. Il en avait parlé il y a quelques semaines, oui. Ça, on en avait déjà parlé, il l'avait déjà annoncé. Voilà, il est juste en train d'expliquer que la stratégie va changer et pour le coup, il invente rien, c'est-à-dire que quand il regarde des comparables ailleurs, j'imagine que quand il regarde WeChat, il perd le sommeil. WeChat, c'est exactement ça. WeChat, c'est à la fois de la messagerie instantanée, à la fois ton réseau social, et puis à la fois le truc absolument indispensable dans ta vie au quotidien si tu es chinois, parce que c'est avec ça que tu payes, c'est avec ça que tu prends un taxi, c'est avec ça, enfin voilà. Et je pense que voilà, ce modèle-là est séduisant pour lui pour la suite parce que il reste une sorte d'élément central de la vie de ses utilisateurs. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une question à laquelle le manifeste, parce qu'il faut l'appeler comme ça, ne répond pas, c'est celle du modèle économique, parce que quand ton modèle il est basé sur, tu vois, disséquer les communications, enfin les partages, tout ce que les gens mettent en ligne pour voir où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, de quoi ils pourraient avoir envie, etc. Et que tout à coup, le contenu de tous tes messages va être chiffré de bout en bout et que même Facebook n'y aura pas accès, il va falloir changer de modèle. Alors, il peut changer de modèle parce que le jour où tout ça sera rassemblé dans une seule application, ce sera aussi une super puissante application de commerce en ligne, de fourniture de services divers et variés. Enfin, il reste quand même un modèle économique. Ce dont il parle un petit peu, en effet. Voilà, mais on s'éloigne du modèle purement publicitaire. C'est vrai qu'il y a énormément de ce dont il parle qui est déjà plus ou moins là dans les faits. Il y a aussi le fait que le monde va dans cette direction. Un petit peu comme... Moi, la chose à laquelle je le compare, c'est quand il a dit « Désormais, Facebook doit être mobile first ». Et c'est vrai qu'en 2 ans, il a transformé entièrement sa société en société qui pensait ses produits pour la mobilité avant tout. Mais là aussi, il s'est adapté à un usage qui était en train d'évoluer malgré lui. Complètement. Mais là, c'est un tel tour à 180 degrés. Enfin,
c'est vrai il parle d'interaction privée. Une chose que certains ont fait remarquer avec raison, ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus de profil sur Facebook, de profil par utilisateur. Ça ne veut pas dire que nos données ne seront pas utilisées. Quand il parle de vie privée, ce qu'il veut dire, c'est les communications entre nous seront privées, mais les données seront toujours exploitées. Donc, il ne parle pas tout à fait des problèmes essentiels que lèvent les gens. Et ça, il faut le signaler évidemment. On peut aussi difficilement ne pas parler du message de Elizabeth Warren, la sénatrice américaine, qui a annoncé sa candidature à la présidence. Bon, elle n'a pas énormément de chances d'être élue, mais la plateforme sur laquelle elle s'est lancée, c'est il faut briser les monopoles des géants du net. Donc là encore, ils sentent le vent tourner. Ça fait longtemps qu'on parle de régulation aux États-Unis, et pour que ça arrive à un point où les Américains pensent à parler de régulation et d'intervention de l'État dans les affaires des sociétés, ça veut dire qu'il y a vraiment un sentiment important dans le pays. Donc tout ça est vrai, mais je pense que l'impression de départ que tu as eu, Cédric, et que j'ai eu aussi, je ne sais pas si c'est le cas d'Elsa également, mais l'impression que, ah oui, quand même, là, il y va à fond, ou là, il y va beaucoup plus que ce qu'on aurait pu penser, est notable et est importante. Enfin, je veux dire, il y va pas avec le dos de la cuillère, là. Je ne sais pas, Elsa, si tu souscris à cette vision de la chose. Il y va quand même sérieusement, même si... Il y va sérieusement, il dit que ça va prendre des années, donc il y va avec... moi, je trouve qu'il a quand même le frein à main mis, parce qu'effectivement, ça pose le problème du modèle économique, et c'est difficile quand on est à la tête de milliards de dire, bah tiens, je vais renoncer à tout ça. Donc, et il y a un autre danger, c'est ce que disait Cédric, WeChat fait tout, et WeChat commence à se lancer par petits bouts en France. Oui, mais oui, bien sûr. Enfin, c'est des solutions mais ça qui reste peuvent un truc. Ouais, mais on parlera de Huawei tout à l'heure, mais je pense pas que. Enfin, WeChat est quand même, et d'ailleurs est perçu comme un truc à peu près 100% chinois. Moi, j'utilise WeChat pour parler à des gens à Hong Kong, tu vois. C'est pas, j'utilise pas WeChat pour parler à mes amis ici. Alors, on pourrait, hein, mais non, je mais pense c'est effectivement un mais modèle ça veut dire qui qu'il y a d'autres modèles qui peuvent se mettre en place, qu'ils sont plus Dieu tout-puissant. Et puis, c'est vrai, alors je sais pas si on en parle tout de suite, qu'il y a Elizabeth Warren. Oui. Et qu'il y a une idée de la toute-puissance des plateformes qui, à la fois, font messagerie, réseau social, lien entre les copains, vente de produits en ligne, les leurs, de services, de jeux, de trucs. Eh bien, c'est plus tenable. C'est cette intégration à la fois verticale et horizontale où les Américains... Et on oublie trop souvent que les Américains ont déjà déconstruit des monopoles. Alors, c'était pas dans la tech. Ils l'ont jamais fait. Il y a non, c'était dans le pétrole, c'était dans le pétrole, c'était dans les télécoms, puisqu'il y a eu Bell, AT&T. C'était dans l'aluminium aussi. Voilà. Et comme c'est de la vieille industrie, tout le monde l'a oublié, mais ils savent faire. Ils savent faire et ils donnent naissance à 2 ou 3 géants en en coupant un. Donc, oui, mais c'était une époque. Alors là, on va rentrer dans des affaires de doctrine, où la doctrine de l'anti-monopole était quelque chose qui était centré sur la santé du marché en général. En clair, on disait, ben non, tu vois, si par exemple tu es leader de tel ou tel marché, de telle ou telle activité, et que tu rachètes un de tes concurrents, c'est pas bon pour les autres concurrents, donc on va t'empêcher de le faire. Aujourd'hui, c'est un truc qui a entièrement changé depuis maintenant un certain temps. En gros, le test, c'est de savoir est-ce que tout ça est bon pour le consommateur ou pas. Est-ce que le consommateur s'y retrouve? Est-ce que ça réduit sa capacité à choisir? Est-ce que ça va lui coûter plus cher qu'avant? Et c'est sur ces standards-là que il devient très très difficile de séparer ces fonctions-là. Ça, si je puis me permettre, ça c'est l'interprétation européenne qui est très consommateur. Ah non, elle est absolument américaine. Je peux te sortir. Ouais, aux États-Unis aussi, il y a aussi il y a la double problématique. Il y a d'abord les consommateurs, ça d'accord, mais il y a aussi une problématique de pouvoir faire émerger d'autres entreprises et de ne pas tuer toute la concurrence parce qu'il n'y a plus d'accès, étant bouché par ou Facebook ou Amazon, où on voit que Amazon veut lancer des produits de mode sous sa propre marque, ça pose quand même pas mal de questions. Et c'est exactement ce dont parle Elizabeth Warren, et là où elle est quand même intelligente dans la manière dont elle approche sa course à la Maison-Blanche, c'est que il y a un sentiment qui est partagé, c'est très rare, mais des deux côtés du spectre politique américain, ils sont que deux partis, donc ils sont
généralement très très opposés sur tout, mais la méfiance envers les géants de la tech, ils se retrouvent un petit peu dessus, à la fois parce que les géants de la tech ont trop de pouvoir, et du côté de la droite, il y a ce fantasme de la censure des voix de la droite américaine qui sont souvent assez à l'extrême droite, et du coup il y a ce déficit de confiance, et donc bon, à la limite, peu importe la structure américaine, le fait est que Zuckerberg voit de la même manière il sent le vent tourner pour les questions de vie privée, pour les questions de confiance, il sent aussi les questions de régulation arriver, donc il anticipe, comme vous le disiez tous les deux. C'est une anticipation de trucs qui vont se produire de toute façon, donc il essaye de se présenter comme l'initiateur. Oui. Mais il n'empêche, encore une fois, peut-être que c'est parce qu'il y a une sorte de... Si je veux trouver un signe de leadership ou de courage de la part de Zuckerberg, il est tellement facile, comme tu le disais Elsa, de se dire mon business model aujourd'hui, il marche, j'ai pas de raison de le cannibaliser, c'est le fameux dilemme de l'entrepreneur, de l'innovateur, pardon. Et là... Encore une fois, il se dit attendez une seconde, il y a un truc qui change, il faut qu'on fasse les grands travaux, qu'on commence à réfléchir aux grands travaux, parce que sinon, on va se retrouver laissé derrière. Et de ce point de vue, je crois que c'est inattendu et quand même, d'une certaine manière, courageux, même si, comme on le disait, il y a anguille sous roche, sans doute, quelque part, c'est pas juste une déclaration de belles intentions. Et bon, on va conclure, je vous laisse les derniers mots et puis on va avancer. Alors sur Elizabeth Warren, on comprend parce que c'est un discours qui revient et c'est des choses qu'on a entendues de fait sur Amazon et sur d'autres. Je suis pas persuadé que l'antitrust soit le bon outil, parce que le problème, c'est que la justice a un rythme qui est pas celui de l'innovation. Là, on a un précédent, qui est celui de Microsoft. Tu sais, à qui on disait à un moment, mais non, attendez, vous pouvez pas faire le système d'exploitation et faire un navigateur en même temps. Et le temps que la procédure passe dans les tuyaux, c'était devenu une question totalement académique. Et on disait, mais pourquoi vous voulez les empêcher de faire un navigateur vu que tout le monde en fait? Non, c'est sûr, mais disons que même si la justification est peut-être discutable, et je suis d'accord avec toi, moi je suis pas convaincu que ça soit la bonne méthode, la conversation existe, alors qu'elle n'existait pas il y a 1 an et demi ou 2 ans. Et ça, ça change énormément de choses aux États-Unis. Il faut se souvenir que, tu vois, il y a aussi la dimension ogre des plateformes qui était moins vraie sur Microsoft, parce que c'était plus cantonné quand même sur des navigateurs. Microsoft avait une majorité sur les systèmes d'exploitation. Non, mais ce qui se passe avec les plateformes actuelles, c'est que ça dépasse de loin l'univers Internet. On arrive dans la vie réelle. C'est-à-dire que quand on est sur Amazon, le concurrent d'en face, c'est pas Rue du Commerce, c'est le libraire, c'est le Monoprix, c'est tout le reste, quoi. C'est tout le reste de l'univers qui se fait cannibaliser. C'est ce côté complètement transcendantal de la bête qui est affolant aussi. C'est Walmart qui est concurrent d'Amazon. Là, on parle d'autre chose. Et effectivement, il y a eu de nombreux reproches qui ont été adressés à Amazon, comme le fait comme ils peuvent, ce que veut faire Warren, c'est séparer les plateformes et les gens qui utilisent les plateformes. Par exemple, Amazon ne pourrait pas vendre des choses sur la plateforme d'Amazon, parce qu'ils ont plus d'une fois, l'exemple de ce site vendeur de couches était flagrant. Ils ont mis de manière algorithmique des prix qui étaient inférieurs à ceux de sites concurrents, jusqu'à ce que la valeur tombe tellement bas qu'ils puissent les racheter et les intégrer. Et c'est une chose qu'ils ont fait plus d'une fois. Et les baisses de prix étaient algorithmiques. Ils allaient voir le prix sur le site et ils adaptaient leur prix à quelques centimes, quelques dollars de moins, ce qui est clairement critiquable, en particulier quand ils ont autant de pouvoir. C'était pas le cas à l'époque. C'est une concurrence pure et parfaite. Oui, exactement. Bon, donc voilà pour une petite analyse de ce manifesto de Zuckerberg. C'est très compliqué, on aurait pu parler beaucoup plus longtemps de WeChat, effectivement, et des conditions de WeChat qui, évidemment, dans le contexte de la Chine est particulier parce que c'est très contrôlé par le pays et ils ont peu de concurrence eux aussi, mais c'est vrai que en Chine, WeChat, c'est un petit peu l'Internet, et ça montre qu'il y a un modèle qui peut exister. Et peut-être que c'est ça que Zuckerberg est en train de regarder. Il est
bien en train de se dire, c'est le futur, à voir ce qui se passera, et je suis sûr qu'on en discutera encore dans quelques temps. Si, d'ailleurs, une chose d'ailleurs qui peut peut-être nous montrer un peu la voie, c'est que on sait maintenant que chez Facebook, il y a quelqu'un qui travaille sur toutes les applications autour de la blockchain et des crypto-monnaies, qui est quelqu'un de très bien, et parmi les projets, alors qu'ils n'ont pas commenté jusque-là, c'est par exemple te permettre, en gros l'idée c'est créer une crypto-monnaie qui par exemple serait à l'intérieur de WhatsApp et qui permettrait à tout le monde de s'échanger de l'argent au travers de WhatsApp. C'est pas une idée totalement révolutionnaire. On peut déjà dans Messenger s'envoyer de l'argent. Mais là, l'idée, c'est quand même de créer une sorte de monnaie mondiale qui serait pas du tout un instrument de spéculation, parce qu'en fait, son cours serait assis sur le cours du dollar, indexé sur une dizaine de monnaies, sur le dollar, l'euro, etc., etc. Donc le but est vraiment d'avoir une sorte de très grande stabilité. Mais voilà, tout à coup, si demain quand on dit Facebook, on pense plus au newsfeed, à la page et au reste, mais plutôt à une application globale qui va nous permettre de partager, de faire de la messagerie, d'avoir des groupes de discussion avec ses amis, sa famille, et de s'envoyer de l'argent dans le monde entier sans frais. Voilà, tout à coup, le schéma directeur est vraiment différent, mais il reste quand même un vrai business derrière. Mais ce sera plus, ou en tout cas beaucoup moins la publicité, et finalement, c'est peut-être une bonne nouvelle. On va conclure sur ça. Finalement, c'est peut-être une bonne nouvelle dans cet océan de préoccupations. Merci Cédric. Parlons un petit peu, on parlait de la Chine et on a parlé à de très nombreuses reprises dans cette émission de Huawei et des préoccupations qu'on a avec leurs équipements qui sont très présents dans les réseaux et notamment les réseaux 5G à construire. De nombreux pays ont commencé à dire qu'il faudrait éviter les équipements Huawei parce qu'on ne sait pas ce que le gouvernement chinois pourrait faire et pourrait avoir accès, ce à quoi il pourrait avoir accès. Le gouvernement américain a décidé de bannir les équipements Huawei de ces agences gouvernementales. Et évidemment, c'est lancé dans une campagne, on va dire, de dénigrement ou d'avertissement sur les dangers potentiels de Huawei, qui a eu des conséquences dans le monde entier. Huawei a décidé de traîner devant la justice le gouvernement américain parce qu'ils n'ont pas de preuves, selon eux, ils n'ont pas de preuves des problèmes qu'ils mentionnent ou qu'ils mettent en avant pour interdire l'utilisation de leurs produits. Du coup, je me tourne vers Elsa. Je vais te poser une question très simple. On se pose des questions sur Huawei depuis des mois. Quelle est la vraie réponse ? Ils sont dangereux ou pas ? Non, je vais peut-être pas te poser cette question, mais quelle est cette histoire de procès ? Et puis, qu'est-ce que tu penses de Huawei ? Est-ce qu'on a des raisons d'être préoccupé ? Moi, je vais commencer par la fin. J'ai un analyste que j'aime beaucoup qui m'a répondu qu'on avait le choix, en tant qu'Européens, de choisir par qui on allait se faire espionner, par les Américains ou par les Chinois. Je pense... Voilà. Toute blague mise à part, et le truc est en fait très sérieux, parce que c'est ça, hein, à l'arrivée, c'est par qui on se fait écouter. Le problème de Huawei, donc ce qui a mis le feu aux poudres, c'est une loi qui est passée en Chine en 2010, fin 2017, comme quoi le gouvernement chinois, enfin Pékin, peut demander aux entreprises de mettre à sa disposition les données dont elles disposent, en gros sur un simple coup de fil. Donc l'argument des Américains, c'est de dire, si Huawei appelle et dit bon bah maintenant c'est bien beau tout ça, mais écoutez ce qui se passe sur vos réseaux via vos équipements, potentiellement, Huawei serait obligé de le donner. Donc on est sur du potentiellement. On n'a jamais prouvé qu'il y avait des backdoors, des puces, des machins. Il n'y a jamais eu de preuve concrète qui a été apportée par le gouvernement, mais juste une peur d'avoir une mise en place d'espèces de grandes oreilles de Pékin via les équipements Huawei. Après, je ne sais pas si on rentre dans le degré technique de la 5G où aujourd'hui Huawei n'est pas dans les cœurs de réseau, notamment en France, mais uniquement sur certains équipements radio, et qu'avec la 5G, ces équipements radio pourraient aussi être utilisés pour des écoutes. Ben, c'est ça qui n'est pas le cas avec la 4G. C'est cette bascule-là aussi qui terrorise le gouvernement américain et qui fait qu'ils ont choisi de s'en prendre à Huawei. Il ne faut pas obliger que tout ça se recontextualise encore plus dans une guerre commerciale entre les Américains et la Chine, et que les Américains peuvent taper tant qu'ils veulent sur Huawei, étant donné qu'ils n'ont plus de concurrents à Huawei, ils n'ont pas d'équipementier télécom concurrent à Huawei. Donc les Américains ne peuvent pas dire tiens, si vous nous empêchez si vous empêchez Huawei d'exporter
ou ZTE, et ben nous, on va plus acheter de Motorola parce que de toute façon, Motorola, c'est mort dans les réseaux télécoms. Donc, il n'y a pas de réciprocité sur le truc. Donc, c'est facile en même temps. Voilà. Là où c'est vraiment compliqué, c'est que le danger, c'est ce que tu disais au départ, le danger est potentiel. Et enfin, il est réel dans la mesure où il est possible. C'est-à-dire que ce que disent... Oui, ça, c'est pas juste un fantasme de Trump dans le flot de délire du personnage. Ça, c'est un truc qui est vrai. C'est ça, c'est-à-dire que les équipements sont aujourd'hui, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a 1 ou 2 décennies, sont mis à jour régulièrement par Internet et il est impossible... Enfin, comment dire ? Certes, il est impossible de prouver que... Non, vous me dites non, c'est pas le cas ? Oui. Enfin, c'est pas tout à fait ça, mais bon. Non, c'est pas un smartphone, ce que je veux dire. Tu vois, c'est pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas que ton P20 Pro qui va être mis à jour au travers de ton opérateur sans que tu demandes rien. Si tu es opérateur et que tu opères ces équipements-là, tu reçois les mises à jour et tu peux. Enfin, tu vois. Et c'est là-dessus d'ailleurs où Huawei fait des efforts particuliers parce qu'ils ont mis en place des espèces de centres de cybersécurité où les gens peuvent venir examiner, mais alors là, dans un niveau de détail que toi et moi ne comprendrons jamais, le fonctionnement de ces pareil, que ce soit le logiciel, le matériel. Donc, de fait, ils protestent de leur bonne foi en disant non mais attendez, c'est pas du tout notre intention et regardez, vous pouvez tout vérifier de A à Z. Non mais on est d'accord, Cédric, que les équipements sont mis à jour régulièrement et que oui, il faudrait mettre en place des équipes de surveillance qui vont surveiller chaque mise à jour et qui va explorer tout le code, mais ça prend des semaines. Et Cédric, on peut ne pas être d'accord ? Ouais, bien sûr. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais pas. mais avec Patrick. D'accord. Donc vous pensez, c'est intéressant. Vous pensez qu'il n'est pas possible de mettre à jour ces équipements avec des outils d'espionnage sans qu'on s'en rende compte ? Non, mais si j'ai bien compris et si les opérateurs télécoms français me racontent pas trop de crasse, la mise à jour, elle va pas partir de Pékin un soir entre minuit et 2h du mat sans que personne s'en aperçoive. L'opérateur de réseau opère son réseau. C'est lui qui décide, c'est lui qui appuie sur le bouton. Et donc, il y a aussi, là où ça énerve les opérateurs français, y compris Orange, qui n'a pas de Huawei en France, mais qu'on a partout ailleurs dans le monde, c'est de dire, on sait quand même ce qu'on fait avec nos réseaux. Stéphane Richard, au Mobile World Congress, me rappelait qu'il a c'est le PDG d'Orange, c'est 5000 techniciens spécialisés et ingénieurs spécialisés en sécurité Orange. Donc, c'est pas 3 mecs qui bossent sur un coin de table. Ils ont aussi les moyens de regarder les équipements qui sont mis à leur disposition et les mises à jour. Donc, ce que vous êtes en train de dire, en fait, c'est que cette crainte est plutôt injustifiée, sans être définitif à 100%, mais vous êtes en train de dire que c'est plutôt injustifié. Non, je pense que la crainte est justifiée, mais que l'interdiction, le bannissement et tout ça, on prend un peu un marteau, un bazooka pour tuer une mouche. Mais... Oui, c'est-à-dire qu'on revient au début, c'est-à-dire que le problème, c'est que quand tu parles de technologie au conditionnel et au futur, tout est possible. Donc, si tu veux, on peut se faire peur tant qu'on veut. Maintenant, de fait, on revient au début sur le fait que ce n'est jamais arrivé. On n'a pas de preuves de quoi que ce soit qui soit arrivé. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est pas, ils sont pas dans une crainte de récidive. Donc forcément, ils peuvent arguer de leur bonne foi en disant non mais attendez, on n'a jamais fait un truc pareil, on n'a pas l'intention de le faire. Ils ont ressorti le PDG Zhen Rengfei, le PDG fondateur, pour une interview, c'était la BBC ou CNN, et c'est drôle parce que la journaliste disait mais alors. Chez nous aussi. Oui, absolument, pardon, dans le Figaro également. Et la journaliste disait, mais alors pourquoi est-ce que vous parlez aujourd'hui ? Et alors, j'aime bien l'espèce de tout à coup transparence totale, parce que mon service de communication a jugé que ce serait très utile. Enfin, en gros, c'était vraiment le moment que moi, en tant que patron, je m'exprime pour dire que bah non, on n'a pas l'intention de faire ce genre de choses. Donc, il faut jamais oublier. C'est un peu comme l'attaque sur les GAFA. L'attaque sur les GAFA, c'est pas une affaire de morale. Et là, c'est pas qu'une affaire de sécurité. Elsa le disait bien. Il y a aussi une affaire de guerre commerciale et puis de guerre de l'information, parce qu'une chose est sûre. Si tout le monde va acheter du Huawei, ça va vachement être difficile quand même pour les agences des agences de renseignement occidentales d'implanter leur petite pince crocodile à elles sur ces appareils-là, comme ça s'est fait couramment avec des appareils télécoms d'autres marques en d'autres endroits.
Bon, je sais toujours pas quoi penser, c'est très frustrant. Vous m'avez recentré un petit peu vers l'idée que effectivement c'est pas aussi facile que ça pour le gouvernement chinois de s'infiltrer sur les équipements Huawei. J'imagine que c'est pas peut-être totalement impossible, ce qui justifie les craintes, mais effectivement ça se fait pas en 2 coups de cuillère à peau, donc je sais plus quoi penser. Merci beaucoup, je suis. Non, mais c'est vrai que c'est difficile pour les opérateurs de télécom parce que c'est un côté infantilisant. On leur dit ce qui est bon pour eux ou pas, alors que Elsa le dit bien, c'est leur métier de faire ce job-là. Et quand ils achètent des appareils, c'est pas comme pour toi ou moi, c'est-à-dire que ces équipements-là sont pas des espèces de boîtes noires où l'opérateur dit je sais pas comment ça se passe à l'intérieur, mais je pense que ça marche. Non, tu vois, c'est pas. Et en plus, eux, ils ont toute l'expertise pour arriver à analyser le flux entrant, ce qui sort, où est-ce que ça se connecte, pourquoi, comment, à quel moment, etc. Donc oui, mais une fois que l'attaque s'est produite, si elle se produit, est-ce qu'il n'est pas trop tard ? C'est ça la crainte. Il ne faut pas non plus délirer, c'est qu'on est dans une attaque. Alors, il y a un des autres risques qui est évoqué, qui serait une coupure de courant, enfin une coupure de réseau, oui. De réseau opéré par la Chine, donc un espèce de gros shutdown, mais ça voudrait dire que dans un marché, tous les opérateurs sont 100% Huawei. Et dans ce cas-là, il n'y aurait plus de réseau. Ça n'existe pas. Enfin, ils font tous jouer la concurrence. Ils sont pour le moment pas, il n'y en a aucun, en moins en France, qui est 100% Huawei. Même en Chine, China Mobile discute avec Ericsson et Nokia et prendra sans doute les 2 Européens pour sa 5G. Enfin, la concurrence est là. En France, je ne sais pas si on en parle, mais il y a un cas un peu qui a mis le feu aux poudres. C'est que SFR, qui était 50% Huawei, est arrivé avec une proposition 5G commerciale très alléchante pour passer 100% en Huawei, y compris en Île-de-France, alors qu'il y a, et en cœur de réseau, alors qu'il y a un espèce de gentleman agreement français qui fait que Huawei est non grata sur la partie équipement de réseau en Île-de-France, parce que c'est là où sont les ministères et les sièges des entreprises du CAC 40 en gros. Ouais, bon, tout ça est étrangement. On aimerait te donner des réponses définitives en te disant le bien est là, le mal est là. Mais ça marche pas comme ça. Et que les autres sont gentils, mais c'est pas si simple que ça, tu vois. Ou le contraire, Elsa. Dites-moi qu'en fait, Huawei n'a absolument rien à se reprocher et ne présente aucun danger, aucun risque, et que voilà, je pourrais avoir une opinion simple, le noir et le blanc, le bien et le mal, et voilà. Mais bon. Alors, on a eu une petite, plusieurs journalistes, un petit brief à l'ambassade des États-Unis à Paris il y a 3 semaines maintenant. Et donc, la grande crainte des États-Unis, c'était d'avoir party country. C'était d'avoir, pardon, tu as été coupé une seconde, c'était d'avoir ce pays à partie unique, donc la Chine, avec prendre autant de place dans la tech en général, et le porte-parole de l'ambassade allait même plus loin en disant qu'il faudrait bannir tous les équipements technologiques chinois. Bon courage. Je crois que oui, là effectivement, on va un petit peu loin. Bon, ok, on va laisser Huawei de côté et retourner dans un univers un petit peu plus simple et familier, celui des voitures, des États-Unis, de l'innovation et de Tesla, puisque je crois que Cédric est, comme je le disais, le plus grand fan de Tesla en France, officiellement. Enfin, jusque-là, ça m'a rien coûté. Hein, ouais. Donc, tu as testé encore c'était un Model 3, c'est ça, je crois ? C'est un Model 3, parce que ça y est, ils ont commencé à la livrer, donc c'est drôle, tu regardes tous les tests de tout le monde a testé la même Tesla rouge avec des plaques hollandaises. Donc tu l'as testé aussi, il y a le modèle Y qui devrait être annoncé dans quelques jours, tu peux nous dire ce que c'est, il y a le Tesla Truck dont on entend des choses, enfin il y a plein de choses qui se passent du côté de Tesla. Je t'écoute pour que tu nous fasses un petit topo. Oh rien, c'est intéressant parce que moi j'avais conduit les précédentes, c'est-à-dire la Model S, le coupé sportif cher, et la Model X, le super SUV avec ses ailes de mouette, est très cher. Et donc évidemment, depuis 3 ans, on attendait la Model 3 pour voir où était la différence, parce que la différence sur le prix, elle est quand même relativement massive, parce que ça y est, ils ont commencé par vendre les versions les plus chères avec 2 moteurs, performance, machin, la plus grosse batterie et le reste. Mais la version de base à 35 000, ça y est, elle arrive, on va pouvoir la commander. Elle va être livrée dans quelques semaines aux États-Unis et elle sera livrée à l'été chez nous. Et tu te dis, mais alors tout à coup, c'est quoi la différence entre une voiture à 100 000 et une voiture à 35 000 ? Et la bonne nouvelle, c'est que la différence, elle est finalement assez ténue.
parce que l'agrément de conduite est d'enfer. Enfin, l'essentiel des technologies est à l'intérieur, c'est-à-dire l'autopilot et le reste. Ce grand écran central qui remplace tout parce qu'il n'y a plus de cadran, il n'y a plus rien, il n'y a plus que l'écran et deux molettes au volant. Et c'est un kiff d'enfer à conduire, quoi. Je peux pas décrire ça autrement. Moi, j'ai vécu 2 jours de vrai bonheur. Un kiff d'enfer, pourquoi en fait? Parce que le véhicule électrique, sans moteur à explosion, ça fait pas de bruit, c'est plus fluide dans la conduite. Qu'est-ce qui fait que c'est tellement bien? C'est vraiment la réalisation de la promesse originale. En gros, Elon Musk dit, moi, je suis arrivé sur ce marché en disant, il faut accélérer la transition vers l'électrique pour sauver la planète. Je te la fais très rapide. Et la difficulté quand il a démarré, c'est de dire, quand on parlait de voitures électriques aux gens, c'était pas un truc désirable. C'était des petites voitures qui allaient pas loin. Enfin, en gros, c'était des voitures de golf, quoi. Donc, ça donnait pas du tout envie. Alors qu'en fait, l'électrique a des atouts incroyables, même en termes automobiles purs, en termes de propulsion pure. C'est-à-dire que toute la puissance est disponible immédiatement. T'as une espèce de couple infini, donc ça accélère de manière incroyable, même pour une voiture entre guillemets pas chère, c'est-à-dire au prix d'une berline normale. Et du coup, ouais, c'est un plaisir de conduire. Et le tout pour une autonomie de combien de kilomètres? Alors, selon les versions, ça va être entre 220 plus machin, plus entre 350 et 550 kilomètres. Et avec, ils en ont profité pour annoncer la nouvelle génération de superchargeurs. Donc, ils vont faire une mise à jour de leurs milliers de superchargeurs existants, qui promet de charger jusqu'à 1000 miles à l'heure. C'est-à-dire que tout à coup, tu vas quote unquote entre guillemets faire le plein en je sais pas 20 minutes, quoi. Enfin, tu vas revenir à plus de 400 km. Je rentre de vacances et j'ai croisé ma première station-service à Tesla sur une aire d'autoroute. Bah oui, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que les vraies stations-service sont en train d'elles de déployer d'autres réseaux qui s'appellent Ionity, qui s'appellent tout ça, et qui eux sont pas du tout réservés aux Tesla, avec des technologies comparables. Donc, c'est-à-dire que vraiment pied à pied, toutes les préventions qu'on pouvait avoir face à l'électrique sur ça va pas loin, recharger c'est long, etc., etc. Est-ce que pour mes trajets du quotidien ça va le faire? Ça, ce problème-là, ça y est, il est oblitéré. Est-ce que je vais pouvoir partir en vacances confortablement où que j'aille? Bah oui, dans l'ensemble, au pire, peut-être que pour recharger vraiment ta batterie, tu vas t'arrêter 40 minutes, mais sur une aire où tu pourras aller déjeuner, enfin voilà. Donc, pied à pied, on est vraiment... Et puis, il y a évidemment la question du prix, qui est en train de baisser de manière constante, parce que on a vu la baisse constante du prix des batteries depuis, disons 2010. En fait, maintenant, ça y est, tout ça, c'est fini. Le prochain but, est-ce que ce sera celui de Tesla ou pas? Pas forcément. C'est d'aller arriver à concurrencer pas seulement les voitures haut de gamme et les berlines de moyenne gamme, mais les voitures d'entrée de gamme, c'est-à-dire d'avoir une véritable voiture électrique que tu as envie de conduire et qui va te coûter 10 000 euros. Ça s'appelle une Zoé, ça. Ouais, c'est ça. Alors, ouais, mais elle vaut pas 10 000 euros, la Zoé. Non, elle vaut 2 fois plus cher. Voilà. Et quid du problème des recyclages des batteries? Parce que c'est c'est du pipeau. C'est du pipeau. C'est-à-dire qu'on est quand même face à un mur d'intox total. Je vous la fais rapide, et là, c'est uniquement mon opinion à moi. Vous êtes libre de pas être d'accord. C'est-à-dire que vous êtes d'abord face à des constructeurs automobiles qui, eux aussi, sont dans le dilemme de l'innovateur dont on parlait tout à l'heure, parce qu'ils ont un business. Si t'es General Motors, si t'es Volkswagen, t'es quand même face à un business qui pour toi fonctionne bien, sur lequel tu as une expertise où il est difficile de te dépasser, parce que je veux dire, un turbo diesel Volkswagen, c'est quand même une machine extraordinaire en termes de degré d'ingénierie. Et tout à coup, tu vois des voitures qui arrivent où ton machin que tu as mis des dizaines d'années à construire avec tes milliers d'ingénieurs est remplacé par un moteur électrique qui pèse 30 kilos. Et qui va plus vite que ta Porsche. Enfin, je veux dire, mais forcément, donc ça te met un peu la tête à l'envers. Que c'est une campagne de manipulation des constructeurs automobiles. Il y a trois. Il y a les constructeurs, les pétroliers et les financiers, tous ceux qui ont parié contre Tesla, tu sais, qui ont shorté Tesla, comme on dit à la bourse, et qui sont où là, on est dans des campagnes. Enfin, tu regardes sur les réseaux sociaux, c'est absolument incroyable. Il y a des centaines de comptes Twitter qui ne tweetent que là-dessus. D'accord, donc tu veux dire que le recyclage des... Vas-y, Elsa. Il faut faire le cycle complet du truc, parce que, je parle pas des problèmes mécaniques, c'est vrai que finalement une voiture électrique, c'est entre guillemets plus facile à construire qu'une thermique, parce qu'il y a plus tous les problèmes de transmission, de couple et tout ça. Ça, c'est décalé, parce que ça marche pas de la même façon. Et puis, depuis quand est-ce que aller pomper du gaz de schiste, du pétrole, de je sais pas quoi, c'est pas polluant déjà à la base?
Alors c'est ça, Voilà. on oublie souvent le référentiel en disant ouais, mais en gros le débat il est là, c'est de dire oui mais regardez, une voiture électrique au moment de sa production, tu produis plus de CO2 parce que tu vas produire la batterie et donc tout à coup à voiture équivalente tu vas produire plus de CO2. Ok, super. Après est-ce que les courbes vont se recroiser? Oui, ça va dépendre de l'énergie que tu as utilisée pour produire la voiture, ça va dépendre de l'énergie que tu utilises pour recharger les batteries. En France, il y a même pas de débat, c'est-à-dire qu'on est sur une énergie tellement décarbonée grâce au nucléaire par rapport à d'autres pays. Après, on peut avoir un débat sur le nucléaire, mais c'est pas le même débat. Non, mais c'est ça, parce que un débat, on en pas entraîne un autre. énervé, Cédric. Ouais, non, Je suis pas énervé, pour aller mais... dans la même idée que toi, il y avait des études qui ont été faites. Je sais qu'un de mes confrères ici avait repris des chiffres, je les ai malheureusement plus en tête. Mais si on prend un cycle complet de consommation d'une voiture électrique, en se mettant dans le cas d'un pays qui produirait 100% de son énergie au charbon, ce qui n'existe pas, parce que l'Inde, ils ont des éoliennes, la Chine a des éoliennes, a des centrales hydrauliques, etc., et ben ça reste moins polluant que du pétrole. Voilà. Faut pas l'oublier, ça. L'exemple que j'avais, c'était la Pologne, où c'est quand même très, très charbonné. Et ben même là, ça reste plus propre. Et surtout, et c'est là que je vais répondre à la question de Patrick, sur le recyclage des batteries. On s'aperçoit sur des véhicules, on va dire modernes, sortis depuis 2010, qui ont de bonnes grosses batteries, en gros Tesla, parce qu'il y avait peu d'exemples, mais ça y est, maintenant il commence à y en avoir plein d'autres, que évidemment, il y avait une crainte sur la longévité de la batterie. La batterie coûte cher, est-ce qu'il va falloir la changer au bout de combien de temps? Du coup, des possesseurs de voitures, qui les ont maintenant depuis 7 ans, 8 ans, etc., tiennent à jour une sorte de grande feuille de calcul partagée où ils mettent l'évolution de l'autonomie de leur batterie dans le temps. On sait maintenant qu'en gros, la première année, tu vas perdre 3% de capacité. Et puis après, tu vas perdre 1% de capacité, peut-être à chaque fois que tu feras 45 ou 50 000 kilomètres. En gros, l'idée, c'est de dire, à partir de quel moment on dit qu'il va falloir changer la batterie? Disons arbitrairement qu'une fois qu'on a perdu 20% de capacité, on va vouloir changer de batterie. Pour arriver à ces 20%, il va falloir que tu fasses, 700, 800 000 kilomètres. Enfin, en gros, tu vas faire quelque chose qui prendrait 25 ans à un père de famille moyen. Donc tout à coup, on entrevoit des batteries qui vont durer très longtemps. Et encore, elles vont durer très longtemps dans une voiture, mais avant qu'on les envoie au recyclage, elles risquent fort d'avoir une seconde vie, parce qu'il y a plein d'endroits où tu vas avoir besoin d'un stockage local d'électricité, pas avec les mêmes exigences de performance et de puissance instantanée que tu peux avoir dans une voiture. D'abord, toutes les maisons qui mettent des panneaux solaires, qui pourraient vouloir stocker un peu de l'énergie générée dans la journée pour l'utiliser le soir. Idem dans les entreprises qui mettent des panneaux sur leur toit, idem dans tous les data centres qui ont besoin d'avoir du stockage d'énergie pour arriver à une sorte d'énergie de secours, à stocker du renouvelable et puis à avoir des batteries de secours en cas de coupure d'électricité. Bref, ces batteries-là, elles risquent fort d'avoir une vraie seconde vie avant même. Mais je te rappelle que d'abord, elles auront duré 20 ans dans une voiture. Et après, on va les mettre ailleurs avant de se dire, là, ça y est, on va les recycler. Il y a pas mal de startups pour aller dans ton sens qui se créent et il y en a certaines qui sont incubées par Engie. Sur l'utilisation justement des batteries automobiles en fixe, en recyclage, et en fait on a des espèces de murs de batteries, alors c'est assez moche, mais ça peut se mettre sur une zone industrielle ou en mettant 100, en fait on fait des batteries de batteries, en espèce de on fait des réseau. fermes de batteries. Voilà, et puis c'est reparti pour 15 ans et elles servent, ce que tu disais, à stocker de l'énergie renouvelable, en secours, etc. Et une fois qu'on arrive au recyclage, depuis 2006, il y a une loi en Europe qui oblige, c'est la loi, à recycler au moins 50% du contenu d'une batterie. Aujourd'hui, techniquement, on est à plus de 80%. En fait, le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème, il est sur la disponibilité de certains métaux qu'on utilise aujourd'hui dans ces batteries. Je pense pas au lithium, parce que le lithium, tout le monde parle du lithium, mais le lithium, c'est pas une ressource en danger. Le lithium, on en trouve dans des mines, on en trouve par épandage comme le sel, comme le gros sel. Et s'il fallait vraiment générer plus de lithium, on pourrait rouvrir des mines existantes. Enfin, voilà. Et en plus, si vraiment il nous en fallait encore plus, on pourrait recycler encore plus, parce que le lithium, c'est un stock. C'est-à-dire que le lithium que tu mets dans une batterie, tu peux le recycler pour le mettre dans une autre. Il n'a pas perdu de ses capacités. Le vrai problème, c'est des choses comme le cobalt, où là, ça vient de beaucoup moins d'endroits dans le monde. Je crois que plus de 50% de la production de cobalt dans le monde, c'est la République démocratique du Congo. Qui n'est de démocratique que de oui, c'est juste ça, c'est juste sur l'étiquette, dans des mines opérées par des Chinois, dans des conditions tout à fait discutables. Mais là aussi, il faut se souvenir que
les batteries qu'on utilisait en automobile il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans n'étaient pas forcément les mêmes qu'aujourd'hui. Les matériaux ont évolué et le numéro 1 de la batterie dans le monde, la batterie automobile en tout cas, qui est Panasonic, qui coproduit celle de Tesla, lui est en train d'évoluer sur des batteries qui seront zéro cobalt. Donc voilà, ces problèmes-là vont aussi être réglés par la technologie. Et le dernier truc, c'est que le métal, quel qu'il soit, c'est le matériau qui se recycle le mieux au monde. Il n'y a pas de perdition. C'est-à-dire qu'on prend un kilo de cobalt et on réutilise un kilo de cobalt. Ça donc brûle pas. Tu comprends qu'à chaque fois que j'ai un débat avec des gens là-dessus, sur Facebook ou ailleurs, ou Twitter, et qu'on me dit non, mais attends, de toute façon, vos batteries, au bout de 3 ans, on ne saura rien en faire, il va falloir les enterrer. Voilà, c'est un peu facepalm, quoi. Donc voilà. Tu comprends maintenant pourquoi on s'entend bien avec Cédric. Et encore une fois, on n'a parlé que d'une chose, parce que quand on dit la pollution, machin, là, on n'a parlé que du CO2. On n'a pas parlé du deuxième bras de la pollution, qui est quand même toute la pollution atmosphérique locale, qui, elle, fait des morts. Enfin, en tout cas, des morts prématurées. C'est-à-dire tous les NOx, les oxydes, dioxyde monoxyde d'azote, les particules fines et tout le reste. Et là-dessus aussi, il y a quand même pas mal d'intox. Enfin, je veux dire, quand je suis sur le périphérique en scooter, je sais pourquoi ça pue, et c'est pas les voitures électriques. Écoute, Cédric et Elsa, je crois que vous m'avez donné envie de marcher d'un pas militant vers ma concession Tesla et d'aller m'endetter sur... Justement, les solutions existent. Ils ont arrêté de faire du parrainage parce que ça leur coûtait trop cher. Ils avaient fait une opération de parrainage où tu donnais un code à un ami, il achetait une Tesla, on te donnait toi un petit cadeau et puis lui, il pouvait utiliser les superchargeurs gratuitement. Mais ils avaient fait un espèce de programme similé officiel où si tu arrivais à parrainer 50 personnes, Tesla t'offrait son futur Roadster, c'est-à-dire la voiture de production la plus rapide au monde, qui fait 1000 km, enfin bon, et qui va coûter $250 000. Donc il y a pas mal de YouTubers qui l'ont gagné, etc., etc. Donc ça, c'est terminé. En revanche, les bonnes nouvelles que je peux te donner, c'est que si tu étais en France, et pas dans un pays, on ne sait pas où, au bord d'un fjord, là, tu aurais accès à des crédits à 1%. Il y a des banques qui te font des crédits à 1%, dont tu décides de la durée. Et ça tombe bien parce que ta voiture, elle va durer tellement longtemps que tu peux la payer sur 9 ans, c'est pas du tout un souci. Et là, tu arrives, en gros, c'est-à-dire que tu as des gens qui disent aujourd'hui, ça y est, je paye en crédit aujourd'hui ce que je payais en essence hier. Et là, tout à coup, tu sens que on est en train de passer un moment, une sorte de déclic, où les gens qui sont en état d'acheter une nouvelle voiture, faut dire que c'est pas le gros du marché, la voiture neuve en France. Le gros du marché, c'est l'occasion. Donc, il va falloir que tout ça prenne du temps pour se disséminer. Mais voilà, vont avoir un choix un peu compliqué qui est en train de vraiment de se simplifier par rapport au prix et au reste. Et accessoirement, la raison pour laquelle toi, il faut que tu achètes une Tesla et pas autre chose, c'est que c'est quand même la voiture la plus geek du monde, où tu peux jouer à des jeux vintage Atari sur l'écran central en utilisant le volant comme joystick. Je n'ai rien à ajouter. Écoute, j'ai donc un choix, commencer à économiser pour payer des études et les frais de mon enfant, ou acheter une Tesla. Je crois que la discussion va être compliquée. Ça, c'était avant. Mais non, on va pouvoir faire quand il fallait 120 000 €, ça c'est fini, ça. Je rappelle que l'éducation est quasi gratuite dans notre pays. Oui, mais je veux dire, on ne sait jamais. Il faut quand même qu'il ait de quoi avoir un petit pécule, tu vois, quand il commencera dans la vie. Donc... Après, si tu veux être le plus écologique possible, il faut juste que tu n'achètes pas de voiture. Parce qu'en fait, la voiture qui pollue le moins, c'est celle qu'on ne produit pas. Écoute, dans ma campagne finlandaise, je suis à 10 km de la boutique la plus proche, de l'épicerie la plus proche. Sans voiture, c'est un petit peu compliqué. Donc peut-être que en fait, en achetant une Tesla et en m'endettant sur 12 ans... Faut passer au vélo électrique, Patrick. Bien sûr. Avec 50 cm de neige, c'est compliqué quand même. Ils font des super mountain bikes électriques. Je t'enverrai la doc. D'accord, merci. J'attendrai les liens, Elsa. C'est Monsieur Bimbaron, l'expert. Mais 2 mots sur la Model Y qui va être dévoilée le 14. Ok. C'est on va appeler ça un crossover, un petit SUV basé sur la même structure que la Model 3. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Moi, je l'attends pour une raison particulière. C'est parce que dedans il y aura 6 places au moins, disons 6, et ça m'intéresse puissamment. Donc je vais encore, il faut encore que je trouve 1 000 € à les mettre en déposit pour attendre je ne sais combien de temps avant de mettre la main sur la voiture. Mais ce qui est très rigolo, vous pouvez aller sur le site, sur le Twitter de Tesla et partout voir l'image de l'invitation où on voit, c'est pas l'ombre, mais on voit la silhouette d'une voiture, on distingue un peu le bord, les ailes, etc. Et il y a des gens qui se sont amusés, qui ont pris l'image sous Photoshop pour essayer de pousser les contrastes, pour voir si on pouvait voir plus de la voiture. Et quand tu pousses les contrastes,
contraste, tu vois un truc, c'est que d'un coup, il y a la plaque qui apparaît, et sur la plaque, il y a marqué « Nice try ». Ouais, genre bien essayé. C'est très fort. C'est très très fort. Et ils vont aussi présenter leur camion a priori cette année. Donc, alors c'est le camion ou c'est le pick-up? Parce que c'est pas la même chose. Il y a le camion, il y a le semi-remorque qu'ils ont déjà présenté, mais voilà. Mais ouais, il y a le pick-up et le pick-up. Vu d'ici, c'est un peu genre ouais, ok si tu veux. Vu des États-Unis, c'est quand même super important parce que la voiture, c'est un énorme marché. C'est un gigantesque marché. La voiture la plus vendue aux États-Unis, c'est le Ford F-150, c'est un pick-up. Et le Ford F-150, pour la petite histoire, j'avais eu la chance d'interviewer le designer du machin, il y a donc, ça ne nous rajeunit pas. Et il s'était inspiré de l'avant des locomotives des westerns des années, avec le chasse-pierre devant pour dessiner l'avant de la voiture, ce qui donne une idée de la légèreté du véhicule. Ouais. C'est pas des trucs faits pour être léger, hein. C'est pas, on te le vend pas en disant. On peut pas monter dedans en jupe droite tellement la marche est haute. Hein. Voilà. Oui. Non, mais et c'est tellement important aux États-Unis effectivement que la présentation de Tesla risque de les amener dans encore plus de. Parce que bon, je veux pas encore continuer une demi-heure sur Tesla, mais les berlines, c'est bien gentil pour les villes, pour les hipsters qui veulent jouer à Snake avec leur volant justement. Mais non, je grossis un petit peu le trait. Un tout petit peu. Mais les pick-up, c'est le cœur des États-Unis. Là, tout à coup, ça devient effectivement la concurrence à Ford dans le milieu du pays, quoi. Ouais, le cœur de l'Amérique, c'est les pick-up, et le cœur du marché, c'est les SUV, les crossovers. Bon. Eh ben écoutez, et de fait, et après on a fini, hein, c'est promis. Moi j'ai un beau-père. Je le crois pas. J'ai un beau-père qui habite au pied des montagnes rocheuses, de l'autre côté de la frontière canadienne, et qui jamais de la vie aurait acheté une électrique, mais de sa vie jamais. Mais enfin, il regarde ça et il me dit pourquoi veux-tu que j'achète une machine à coudre? Tu vois ce que je veux dire? Et là tout à coup, le pick-up. J'ai senti un regard intrigué, un sourcil genre, se lever. Ah oui, mais alors et l'autonomie, on sait pas encore, et le prix, on sait pas encore. Ah oui, mais par contre couple infini, ok, on va regarder ça. Pendant qu'il était en train d'attraper des saumons dans la rivière qu'il mangeait cru avec ses mains, il a dit ou d'astiquer la selle de sa Harley, ouais. C'est ça. Bon, écoutez, donc voilà pour ces gros sujets qu'on a couverts, j'espère, de manière satisfaisante. Avant de continuer avec les news et rumeurs, j'aimerais vous rappeler que l'émission est soutenue par Patreon sur patreon.com/rdvtech. Si vous appréciez ce qu'on fait, si vous trouvez que l'émission vous apporte quelque chose, vous intéresse, vous distrait, vous informe, c'est le seul moyen de soutenir l'émission. Le seul, nous on n'est pas à la botte de Facebook ou de Tesla, on n'a pas d'annonceur, et donc on est uniquement financé par notre audience. Si vous voulez, on aimerait bien, hein, mais bon. Pardon ? Non, je dis noter, on aimerait bien être à la botte. Oui, disons que ça serait discutable. Elon Musk peut me passer un coup de fil, on verra ce qu'il en est. Mais en attendant, patreon.com/rdvtech, vous avez accès au flux du podcast privé des Patriotes, dans lequel je mets des contenus exclusifs. Vous avez accès aux sondages, etc., et aux discussions qu'on a sur le site Patreon. Et pour ceux qui le choisissent, il y a aussi accès au Slack, qui est une communauté super sympa, et qui est avenante, chaleureuse, sympathique, peut-être au contraire de certaines autres communautés en ligne. Donc, si vous voulez faire une bonne action et en plus avoir des bonus sympas, c'est sur patreon.com/rdvtech. Donc parlons rapidement du coup du fait que les téléphones pliables, on n'a pas fini d'en entendre parler. Samsung est en train de travailler sur 2 nouveaux formats. Il y a Corning qui fait le Gorilla Glass. Vous savez, ce verre incassable qui équipe, ou presque incassable, qui équipe la plupart... J'aime... D'accord. Disons qu'il est de plus en plus incassable. C'est ça, voilà, presque de plus en plus incassable. Qui est en train de travailler à un verre incassable, ou presque, mais pliable. Microsoft est en train de travailler sur Windows Lite pour les appareils à 2 écrans, donc pas tout à fait pliable, mais peut-être à terme. On est vraiment dans la mode du pliable, c'est indéniable. Je voudrais aussi mentionner dans cette petite partie sur les smartphones le fait qu'Apple a annoncé une conférence le 25
pour certainement parler de ces services dont on a déjà parlé dans l'émission, services de streaming vidéo, d'abonnement, etc. Et que Ming-Chi Kuo, l'analyste bien connu, Ming-Chi Kuo, parle d'une sortie des lunettes d'Apple, des lunettes de réalité augmentée d'Apple, fin 2019 ou début 2020. Donc ça commence à arriver, ça serait un accessoire de l'iPhone qui se connecterait à l'iPhone pour tous les calculs. Voilà pour une grosse fournée de news tech gadgets. Si l'une d'entre elles vous inspire quelque chose, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Non, on va pas se répéter sur Apple et de fait, on va voir de plus en plus de choses pliables. Faut jamais oublier que Corning, en fait, c'est Samsung Corning, hein. Mais ils sont pas majoritaires. Non, que te dire, sinon que je suis étonné qu'ils fassent pas tout en même temps. Alors c'est vrai que c'est la tendance quand même d'Apple d'essayer de concentrer son message sur une chose à la fois, mais on sait qu'il va y avoir aussi probablement, à un moment, il va falloir qu'ils nous parlent d'iPad et de choses comme ça, quoi. Oui, à un moment. Il y a Foursquare qui a présenté un mode intéressant qui s'appelle Hyper. Écoute, tout le monde a oublié Foursquare et pourtant, il semblerait qu'il soit l'un des fournisseurs de services de localisation les plus importants dans le monde, autant que Google ou Facebook ou ce genre d'autres grandes sociétés auxquelles on pense quand on pense à notre vie privée. Et ils ont un service une démo qui s'appelle Hyperlocal qui montre là où les gens vont dans les villes. Alors, c'est une démo, c'est limité à South by Southwest à Austin, au Texas, aujourd'hui. Et ils l'ont fait un petit peu pour présenter la possibilité de la technologie avant de lancer un truc qui fasse flipper tout le monde. Mais c'est pas qu'ils vont traquer chaque personne spécifiquement, même si ça, visiblement, ils en auraient la possibilité technique comme d'autres, hein, mais ensuite ils le font pas. Par contre, ils font un classement des restaurants, des bars, etc., avec ceux qui sont le plus visités grâce à leurs données de localisation. Et ils mettent un passage dans leur blog qui est assez amusant, où il dit « On ne sait pas si c'est super cool ou super creepy ». On a un peu envie de dire c'est un petit peu des deux, mais voilà, c'est une démo qui était intéressante qu'ils ont présentée. J'aimerais aussi demander votre avis sur ces modifications du visa, du French, du programme de visa pour la tech, où la demande de diplôme a été levée. C'est-à-dire que pour une société qui a reçu du financement de certaines catégories, donc c'est pas n'importe quelle société, il y a désormais la possibilité d'accorder un visa à un étranger dont ils ont besoin pour un travail et toute sa famille de manière largement facilitée. On sait que c'est une discussion qui a souvent lieu aux États-Unis et qui en ce moment va dans le sens inverse. Trump est plus restrictif. Là, on ouvre un petit peu plus les frontières dans ces conditions. Disons qu'on facilite les conditions d'obtention de visa tech. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus. Je suis curieux. Mais ça répond à une demande du marché parce qu'il y a quand même des difficultés de recruter en France sur certains métiers. Et le fait d'assouplir les conditions, ça correspond aussi à la réalité du marché. On avait cette discussion l'autre jour, hier à la rédaction, où on essayait d'expliquer à un de mes nombreux rédacteurs en chef préférés qu'il y avait certains métiers qui n'avaient tout simplement pas de qualification. Parce que ça va tellement vite, ce que disait Cédric tout à l'heure dans la tech, c'est qu'il n'y a pas forcément un diplôme qui va en face d'un besoin. Donc, le diplôme de web designer, moi, je ne sais pas ce que c'est. Donc, il y a des besoins qui sont dans les entreprises et il n'y a pas une licence forcément en qui correspond en blockchain, tu vois, Ouais. les trucs un peu ballots. Le master en blockchain en 5 ans. C'est un peu cuit là. Donc Voilà. fatalement, faut trouver des spécialistes qui sont pas forcément des diplômés, mais qui ont une expérience dans le domaine, qui se sont forgés sur le terrain. Et il y a un autre truc qui est intéressant. Moi, c'est un pays que j'ai regardé pour plusieurs raisons. C'est sur ce domaine-là précisément, c'est le Japon. Qui est quand même le pays le plus fermé en termes d'immigration. Ils sont quand même assez récalcitrants. Et ils commencent à s'ouvrir et à attribuer une espèce de visa tech qui est inspiré de ce que la France a fait pour faire venir des jeunes étrangers dans le pays, parce que dans une population vieillissante, ils n'arrivent pas à avoir des startups. Donc,
Donc Panasonic et les batteries Tesla seules ne suffisent pas à assurer l'avenir de l'industrie japonaise. Et en plus, ils sont tellement culturellement loin de l'esprit d'entrepreneuriat. On a parfois tendance à dire qu'en France, on n'est pas très entrepreneur, ce qui n'est pas vrai du tout, parce que la majorité une bonne partie des entreprises sont des petites entreprises, des artisans qui sont, mine de rien, des entrepreneurs. Le Japon a oublié, le Japon ça vient du haut, quoi. Oui, complètement. Je pense que ça, quand même, moi, c'est un truc que j'ai vu évoluer. Il y a 10 ans, 15 ans, on disait, tiens, c'est bizarre, il y a quand même quasiment pas de start-up au Japon. Bah oui, parce que c'était un truc culturel où, en gros, on attendait que toi, tu ailles bosser dans une grosse boîte. Et en plus, imagine, si tu fais une start-up et que tu échoues, le poids de l'échec, tout ça. Et puis, en plus, tu vas aller défier tes aînés, ce qui est quand même super mal. Oui, c'est ça. Enfin, tout ça était absolument insupportable culturellement. C'est largement en train de changer. Oui. Ouais, mais le Japon, qui a comme une population qui est 2 fois celle de la France, a autant, si ce n'est moins de start-up. Qui reste un oui, non, bien sûr, il y a encore un gap. Il y a du chemin à faire. Parce qu'il est presque aussi fan du Japon que de Tesla, donc force ça devient. Ouais, non, mais ça là-dessus, on va pas battre Patrick parce que lui, il y a vécu, donc, mais à une autre époque. Oui, donc j'ai peut-être une vue vieillissante de presque 20 ans. Comme la population japonaise. C'est ça, non mais. Je viens de me rendre compte que je suis allé au Japon en 1999. Oh là 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 là, quelle réalisation! Chaque épisode, il y a un truc qui me fait prendre conscience de mon âge. Et là, il y a 12 000 auditeurs qui renoncent en disant mais j'étais pas né et qui sont ce truc de vieux. Exactement. Attends, mais elle est où ta story, ton rendez-vous tech en story sur Instagram? C'est trop long les podcasts. Il faut s'y résoudre. Le podcast, c'est un truc de vieux. C'est vrai. Mais de vieux sympas. Donc il y a quand même des qualités. Oui, bien sûr. Tiens, le gouvernement est en train de se démener pour essayer d'harmoniser la fameuse taxe sur les géants du net pour qu'elle n'affecte pas trop les sociétés françaises. D'après les déclarations du gouvernement, on a une trentaine de sociétés qui seraient touchées, dont une qui est française, c'est Criteo, si on ne se trompe pas, et quelques-unes qui étaient d'origine française mais qui ont été rachetées. Ça me donne l'occasion du coup de demander à des gens sérieux, c'est-à-dire vous, ce que vous pensez de cette taxe dont je vais rappeler que c'est une taxe sur le chiffre d'affaires des grands de la tech pour contrer le fait qu'ils expatrient leurs bénéfices et du coup ne payent que très peu de taxes sur les bénéfices parce qu'ils en font quasiment pas dans le pays. Il y a aussi un mécanisme qui va défalquer la taxe déjà payée sur la taxe sur les bénéfices, ce qui me paraît être un bon moyen d'amortir et de faire qu'on paye pas 2 fois, quoi. Donc oui, je vous pose la question en quelques mots. Les avis sont très partagés sur cette taxe. Moi, je trouve que c'est cohérent avec l'idée que si on veut pas que les gens trichent, on change la loi et on ne les condamne pas parce qu'ils suivent la loi. Quand ils expatrient leur profit, ils ont le droit parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Là, ça me paraît cohérent. Il y a des gens qui sont pas d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, peut-être Cédric ou Elsa, je crois qu'on n'a pas déjà eu cette discussion sur la morale versus la loi. Non, mais je parle de cette loi spécifiquement. Cette loi. Non, bien sûr, mais c'est pareil. Alors c'est intéressant parce qu'évidemment les effets de bord, comme on dit, sont assez surprenants. Tu te dis mais comment ça, mais quel rapport avec Criteo? Au début, on se demandait s'il n'y avait pas d'autres Français comme Dassault Systèmes ou Ubisoft qui allaient voir ça tomber sur leurs genoux parce que. En gros, l'idée, c'est que en droit français, tu peux pas faire une loi ad hominem. Tu peux pas dire, tu peux appeler ça la loi Google si tu veux, mais dans le texte, t'as pas le droit de le marquer. Parce que tu fais pas une loi qui ne vise que une entreprise ou une personne. Et on en parlait la dernière fois, effectivement. Du coup, il a fallu dire alors on va faire. Alors c'est les gens qui font plus de 750 millions. 750 millions, si le but c'était de viser les GAFA, c'est quand même très très peu, non dont X millions en France, etc. Bon, le problème, et c'est amusant parce qu'on se retrouve un peu dans un schéma comparable à celui de Huawei tout à l'heure, c'est qu'en fait, là, on se retrouve aussi face à une sorte de guerre fiscale. En gros, le discours des GAFA, c'est de dire oui, non, mais d'accord, ok, on rapatrie nos revenus dans les pays où c'est le plus avantageux, et à la fin de la foire, on rapatrie nos bénéfices aux États-Unis d'une manière ou d'une autre. Évidemment, les Américains ont pas du tout envie que ça change, parce que ça veut dire que ces bénéfices-là, ils seront imposés où?
aux États-Unis. Du coup, on a déjà des accords pour éviter la double imposition et le reste, mais ça passe quand même largement au travers. Il n'y a pas de raison que ça change tant qu'on n'aura pas changé la loi pour tout le monde, parce que là, pour l'instant, évidemment que c'est pas quelque chose qui va se régler à l'échelle de la France, évidemment que c'est une sorte de cautère sur une jambe de bois, mais il va falloir que ce soit réglé soit au niveau de l'Europe. Le problème, c'est que ces pays avantageux sont des pays européens, soit au niveau de l'OCDE, et on tombe un peu sur les mêmes soucis, mais les GAFA sont aussi un peu l'arbre qui cache la forêt. Parce que si tu fais le détail de toutes les, je sais pas, de toutes les entreprises du SBF 120 qui déplacent une partie de leurs revenus d'une manière ou d'une autre là où c'est le plus avantageux fiscalement, et comment leur en vouloir, parce que si tu es directeur financier d'un grand groupe, ça s'appelle ton job, tu vois ce que je veux dire. Ton job, c'est d'arriver un directeur financier dont la boîte paye 33% d'IS, c'est-à-dire le taux légal, il est foutu dehors. Hein. Bah oui, c'est pas possible. Non, mais c'est pour ça que c'est en constatant ces choses-là, en faisant ces constats, on se dit bon bah autant faire une taxe sur le revenu, et comme ça règle le problème. Le problème de la taxe sur le revenu, c'est que ça peut taxer des entreprises qui dégagent pas de bénéfices, donc déjà c'est c'est aussi un frein quelque part à l'innovation. C'est le périmètre d'imputation. Et puis, il y a des moyens aussi où on pourrait imaginer d'autres garde-fous. Les sommes sont transférées d'un pays à l'autre, pas par l'opération du Saint-Esprit, mais si vous faites un achat sur iTunes, pour regarder votre relevé de compte, c'est un débit Irlande. Donc, ça pose quand même un petit problème. Je ne suis pas allée en Irlande acheter mon film Irlande sur iTunes. Ou Luxembourg? Irlande. J'ai vérifié. D'accord. J'ai acheté un film pour mes gosses et j'ai vérifié. Non, mais en plus, c'est pas un truc qui date d'hier. C'est-à-dire non, mais on le sait. Et il y a d'autres moyens aussi. Enfin, les boîtes facturent ce qu'elles appellent des management fees, en gros, des droits de licence, en disant bah ouais, mais nous, toute la valeur, elle est créée. Je sais pas où, et puis aux États-Unis, en Irlande, et puis notre gestion, notre marketing, notre commerce, il vient d'Irlande. Donc la filiale française, elle va rétribuer la filiale irlandaise à hauteur de X milliards pour les services rendus, et pouf. Bah oui, mais si vous dites on peut pas faire de loi ad hominem, ou que c'est très compliqué de gérer les cas particuliers avec la loi la loi sur la taxe GAFAM telle qu'elle est aujourd'hui, imaginez si on voulait s'attaquer à ces problèmes-là dont tu parles, Elsa, là on les multiplie par 10, ces problèmes Non, harmonisation fiscale. Ah oui, non mais... Ou presque, enfin je veux dire, mais... harmonisation fiscale, plafonnement des transferts, il y a plein de moyens. Et puis on est en Europe, là on regarde les effets du Brexit en disant « Ah là là, les Anglais vont être mal, ils vont sortir ». Pas forcément. Et ensuite, c'est vrai que ça fait 50 ans qu'on n'est pas fichu de se mettre d'accord en disant l'impôt sur les sociétés en Europe, c'est 21%, parce que c'est la moyenne de ce que payent les entreprises, les grands groupes internationaux dans le monde. Voilà. Pour éviter qu'ils aient la tentation d'aller voir à droite à gauche. On a autorisé le dumping fiscal en Europe avec l'Irlande. On en paye les conséquences. En France, on avait ça avec les vignettes. C'est encore un truc de vieux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avant les voitures de location, elles étaient toutes immatriculées dans la Marne, qui était le département le moins cher. Dans l'Oise, enfin dans le 60. Non, la Marne. 51. C'est la Marne 60. Ouais. D'accord. 51. Ah, 51, oui, t'as raison. Et pourquoi ? Parce que dumping fiscal. Enfin, je veux dire, c'était pas compliqué de voir les effets. Mais je constate, je suis d'accord sur le constat avec vous, mais moi j'ai l'impression que... engueulé quand même. Oui, non, mais non. J'y viens à l'engueulade. Je suis d'accord avec vous sur le constat, mais moi je trouve que l'idée de taxer les revenus n'est pas si étrange que ça. Alors effectivement, le problème que tu soulèves, Elsa, qui moi me convainc, c'est le problème, c'est que ça veut dire que ça peut pousser des sociétés qui ne font pas de bénéfices à payer des impôts, à payer cette taxe qui est effectivement problématique. Et là, il faut encore rafistoler avec des bouts de ficelle et des machins. À payer une taxe sur leurs pertes, en gros. Et c'est vrai, tu vois, pendant des années, on te dit regarde, c'est bizarre, Amazon, ils font pas de bénéfices. C'est pas qu'ils gagnaient pas d'argent, c'est qu'ils réinvestissaient tout comme des forcenés absolus pour développer l'infrastructure, l'ingénierie et tout le reste. Et tout à coup, qu'est-ce que tu taxes ? Tu taxes rien parce que c'est comme ça que ça marche. On envoie. Il faut se souvenir. J'ai pas de. C'est pas tout à fait le même problème avec l'expatriation des bénéfices qu'on voyait en Europe avec l'Irlande. C'est pas exactement la même chose. Mais on a créé la loi comme ça. Sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. C'est pas... On peut se dire ça. Après, on peut se gratter la tête en disant mais qu'est-ce qu'Apple fait de tout son cash quand même ? Ça, c'est une question intéressante aussi.
à laquelle personne n'a de réponse, à part peut-être le grand Steve dans le ciel. Je vais passer sur l'idée que les médicaments pourraient devenir les médicaments notamment sans ordonnance pourraient être achetés sur Internet, ce qui est un petit peu un cassage du monopole des officines de pharmacie, qui pourrait être intéressante. Et je vais vous poser la dernière question de l'émission sur Canal+ Série, donc qui est une offre qui commence à 6,99 € avec, je crois, 150 séries sélectionnées avec amour par Canal+, une offre bien sûr comparable à celle de Netflix. Et je vais vous demander ce que vous en pensez. Est-ce que c'est la bonne chose à faire pour Canal+? Est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que c'est trop tard? Qu'est-ce que vous en pensez? Et je sais que vous faites partie du paysage audiovisuel français, donc peut-être que vous voulez pas trop vous mouiller, mais... Non. D'accord, non, ok. Non, je n'ai pas vraiment d'avis sur le sujet parce que c'est pas non plus ma spécialité. Alors j'hésite entre enfin c'est pas trop tôt et tant qu'à faire ils auraient pu innover, je sais pas. Il y a 5 ans ça aurait été super. Ouais, ça fait Maxime Saada, qui est le patron de Canal, si j'ai bien compris, a passé la conf à répéter que c'était pas une arme anti-Netflix. Ça prouve qu'il n'a pas totalement bonne conscience, cet homme-là. Et, il a quand même... je sais plus si c'était pendant cette conf, mais la meilleure réponse à Netflix, c'est Canal+. C'est une slide qui a tourné ces derniers jours. Donc peut-être que... Je sais pas. C'est difficile parce que leur métier est compliqué, mais le truc quand même, c'est que on a du mal à éprouver énormément de pitié pour des gens qui ont vu, tu vois, à la fois en temps réel et presque au ralenti, le train arriver sur eux. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui leur est tombé dessus du jour au lendemain sur regardez, qui sont ces gens avec un gros N rouge? Non. Moi, mon abonnement à Netflix, il date d'il y a 10 ans, je pense. Alors à l'époque c'était compliqué, il fallait un compte américain, machin. Mais et dès le premier jour, tu vois ça et tu te dis ah oui non mais ça va être très très compliqué pour tous les autres. S'ils avaient écouté le rendez-vous tech, ils auraient su. Non mais ils l'ont écouté, mais encore une fois, dilemme de l'innovateur. Tu as un business qui marche, c'est dur de le démanteler ou de le mettre à l'envers, juste sous prétexte que tout pourrait changer demain. Donc les nouveaux entrants ont toujours cet avantage-là sur les grosses sociétés établies, c'est qu'eux n'ont pas besoin de tout changer à l'intérieur pour que ça se voit dehors. Mais donc voilà, je connais ces complications-là, mais en même temps, voilà, c'est un peu, est-ce que c'est too little too late, quoi? C'est un petit peu le discours que j'ai généralement par rapport à Canal+ et aux problèmes divers que eux et d'autres ont eu en France. Je dirais que je comprends les questions de c'est un mastodonte et donc on peut plus rien faire contre eux. Bon, aujourd'hui Netflix, ils ont à peu près 10 ans dans la forme qu'on leur connaît. J'ai aussi tendance à me dire, ah oui, des trucs comme Amazon, comme Apple, comme Google, comme Facebook, ils sont impossibles à déplacer parce qu'ils sont trop gros. Je ne sais pas si ça s'applique tout à fait à Netflix. Peut-être aujourd'hui, oui, mais c'est vrai que ça ne fait pas aussi longtemps que les autres. Je ne sais pas, c'est compliqué. Ce qui est sûr, c'est que je te rejoins sur l'idée que ça ne s'est pas fait en 2 jours et ils auraient pu voir venir. Mais bon. Eh bien, écoutez, je crois que ça va être tout pour cet épisode qui a été édifiant pour moi. Je vous remercie d'avoir partagé. Encore une fois, on n'a rien dit. Mais on a dit plein de choses intelligentes, Cédric. J'ai été à l'écoute et c'est rare pour moi de parler moins que mes invités, donc je vous remercie de m'avoir donné. Fallait pas prendre des gens bavards. Ah bah ça, là si tu nous prends tous les deux, tu peux faire une pause, aller faire une lessive. C'est ça, on sera toujours là. Je serai pour la prochaine fois. D'ici là, est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs où on peut vous retrouver, Cédric notamment sur Twitter et à la vraie télévision? Dans la vraie télévision française. @Cédric sur Twitter. Si vous êtes debout un petit peu tôt, parce que par exemple vos enfants viennent vous secouer dans votre lit vers 7h30 le matin, le samedi, vous pouvez allumer la télé, canal 26 de la TNT, pour me voir à 7h50 dans la matinale week-end, où on fait que des trucs assez rigolos d'ailleurs, parce que c'est le week-end, donc on est un peu plus détendu, et puis tout ce que je peux produire pour LCI.fr et le reste, voilà. Merci beaucoup Elsa sur le Figaro. Elsa sur Twitter @Elsa Mambaron et sur des papiers en ligne sur lefigaro.fr et on a aussi un site, on a aussi un journal papier qui est encore en kiosque sur lequel on peut se jeter avec appétit et j'ai un gros avantage par rapport à Cédric, je demande à personne de se lever à 6h du matin. Non, mais le replay existe, je vous mets à l'aise.
Donc merci à tous les deux. Effectivement, Le Figaro et Le Figaro papier, une idée intéressante et différente à laquelle je n'avais pas pensé depuis longtemps. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Le lien vers les comptes Twitter de tous les participants seront dans les notes de l'émission. Vous pouvez bien sûr trouver l'émission sur frenchspin.fr et vous pouvez encourager vos amis et vos collègues à l'écouter s'ils ne veulent pas se retrouver en retard par rapport à la tech, évidemment. Et vous pouvez enfin soutenir l'émission sur patreon.com/rdvtech si vous appréciez ce que nous faisons. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode. Ciao à tous!